L'année 390 avant notre ère marque un tournant dans l'histoire de la Rome antique. 6 ans plus tôt, après un siège qui a duré une décennie, les Romains ont pris la ville étrusque de Veïs, leur grande rivale. Ce triomphe les a propulsés au rang de puissance dominante dans le Latium. Le territoire romain a presque doublé. Les caisses de l'État débordent du butin pris à Veii, et pour la première fois, Rome impose une solde militaire à ses citoyens propriétaires terriens pour financer une armée professionnelle. Les Romains se croient invincibles. Ils dominent leurs voisins latins, contrôlent des routes commerciales stratégiques le long du Tibre, et leurs légions remportent victoire après victoire contre les Èques et les Volsques. La cité étend son influence jusqu'en Étrurie méridionale, imposant sa loi au peuple qui l'entourait jadis de toutes parts. Mais cette arrogance va bientôt conduire Rome au bord de l'extinction. Car pendant que Rome célèbre ses succès, un danger d'une nature totalement différente descend des Alpes. Depuis le milieu du 6e siècle avant notre ère, des vagues successives de peuples celtes ont franchi les montagnes pour s'installer dans la plaine du Pô. Ces guerriers, venus du nord, ont chassé les Étrusques et les Ombriens de leurs terres ancestrales, établissant ce qui deviendra la Gaule cisalpine. Divisés en plusieurs tribus, les Insubres autour de Milan, les Boiens, les Lingons, ces Gaulois mènent régulièrement des raids de pillage contre les cités étrusques situées plus au sud. En cette année fatidique, c'est une tribu spécifique qui va changer le destin de Rome, les Sénons. Originaires de la région de Sens dans l'actuelle France, ils ont migré vers l'Italie quelques années auparavant, s'installant en Romagne et dans les Marches. Leur chef, un guerrier nommé Brennus, vient d'unifier toutes les tribus sénones sous son commandement. Brennus n'est pas simplement un nom propre, c'est un titre celte signifiant chef de guerre, celui que les druides désignent pour mener les tribus au combat en temps de conflit majeur. Tout commence à Clusium, une cité étrusque prospère située à environ 120 km au nord de Rome, dans l'actuelle Toscane. La ville se trouve directement sur le chemin des Sénons qui descendent vers le sud. Les récits divergent sur les raisons exactes de l'intérêt gaulois pour Clusium. Selon Pline l'Ancien, les Gaulois convoitent les produits méditerranéens, notamment le vin et les fruits italiens, qui transitent par la région. D'autres sources, notamment Tite Live et Plutarque, racontent qu'un citoyen clusinien nommé Aruns aurait délibérément attiré les Gaulois pour obtenir leur aide dans un conflit local contre un rival politique influent appelé Lucumon. Quelle que soit la vérité, les faits sont clairs. Brennus et son armée séonne établissent leur camp aux portes de Clusium et entament des négociations agressives. Les Clusiniens, dépassés par le nombre et terrifiés par l'apparence de ces guerriers celtes qu'ils n'ont jamais affrontés, cherchent désespérément de l'aide. Ils se tournent vers Rome, cette puissance montante qui semble capable de résoudre tous les conflits régionaux. Le Sénat romain reçoit les émissaires de Clusium avec une certaine perplexité. Rome n'a aucun intérêt stratégique direct à Clusium, et les sénateurs ne voient pas pourquoi ils devraient engager leurs légions pour secourir une cité étrusque. Mais l'image de Rome comme protectrice de l'ordre dans la région les préoccupe. Refuser d'intervenir pourrait être perçu comme une faiblesse. D'un autre côté, envoyer une armée complète semble excessif pour ce qui n'est, à leurs yeux, qu'une querelle locale avec des barbares venus du nord. La solution adoptée par le Sénat illustre parfaitement l'orgueil romain de cette époque. Plutôt que d'envoyer des troupes, Rome dépêche 3 ambassadeurs issus de la prestigieuse famille patricienne des Fabii. Ces 3 frères, Quintus, Caeso et Numerius Fabius Ambustus, sont les fils du consulaire Marcus Fabius Vibulanus. Leur mission officielle est simple, jouer les médiateurs entre les Clusiniens et les Gaulois, résoudre le conflit par la diplomatie et éviter que la situation ne dégénère. Les 3 Fabii arrivent au camp de Brennus avec toute l'arrogance caractéristique de l'aristocratie romaine. Ils exigent que les Gaulois expliquent de quel droit ils menacent Clusium, une cité qui n'a rien fait pour mériter une telle agression. Mais Brennus n'est pas impressionné par ces Romains hautains. Sa réponse, rapportée par Plutarque, est cinglante et révèle une compréhension aiguë de l'hypocrisie romaine. Le tort que nous ont fait les Clusiniens, c'est qu'ils possèdent beaucoup plus de terres qu'ils ne peuvent en cultiver et refusent de les partager avec nous, qui sommes étrangers, pauvres et nombreux. C'est le même tort que vous ont fait anciennement les Albins, les Fidénates, les habitants d'Ardée, et que vous ont fait récemment les Véiens et les Capenates. Vous les attaquez, vous les réduisez en esclavage, vous leur prenez leurs terres, vous rasez leurs villes. En quoi faites-vous différemment de ce que nous faisons ici? Cette réponse met les Fabii dans l'embarras.
Brennus vient de retourner contre Rome sa propre rhétorique expansionniste. Les ambassadeurs romains n'ont aucun argument valable à opposer à cette logique implacable. Les négociations tournent court. Les Gaulois ignorent complètement l'existence même de Rome avant cette rencontre et ils ne voient aucune raison de céder face aux menaces d'une cité qu'ils considèrent comme une puissance locale parmi tant d'autres. Les Fabii, reconnaissant l'inutilité de poursuivre les pourparlers, quittent le camp gaulois et retournent à Clusium. Mais au lieu de rentrer à Rome pour rendre compte de l'échec de leur mission diplomatique, ils commettent une erreur monumentale qui va sceller le destin de leur patrie. Encourageant les Clusiniens à prendre les armes, les trois frères romains participent activement à une sortie militaire contre le camp gaulois. C'est durant cet affrontement que survient l'incident fatal. Quintus Fabius, l'un des trois frères, tue un chef gaulois en combat singulier. Fier de son exploit, il s'arrête pour dépouiller le cadavre de son ennemi de son armure et de ses armes, comme le veut la tradition guerrière. Mais dans son geste triomphal, il est reconnu par Brennus et les guerriers sénons. Le chef gaulois réalise immédiatement la gravité de ce qui vient de se produire. Les ambassadeurs sont protégés par le ius gentium, le droit des gens qui régit les relations entre les peuples dans le monde antique. Ce principe sacré stipule que les envoyés diplomatiques ne peuvent en aucun cas prendre les armes ou participer à des combats. Leur personne est inviolable, leur neutralité absolue. En tuant un guerrier sénon et en dépouillant son corps, Quintus Fabius a violé l'une des lois les plus fondamentales du monde méditerranéen. C'est un acte qui équivaut à une déclaration de guerre déguisée. Brennus fait immédiatement cesser le siège de Clusium. La question des terres n'a plus aucune importance à ses yeux. Ce qui compte maintenant, c'est l'honneur bafoué des sénons et la punition de ceux qui ont osé violer le droit sacré des ambassadeurs. Le chef gaulois envoie une délégation à Rome avec une exigence claire, que les trois Fabii soient arrêtés et livrés aux sénons pour être jugés selon les lois des nations en guerre. La demande de Brennus est parfaitement légitime selon les standards de l'époque. Même de nombreux Romains reconnaissent la justice de cette réclamation et souhaitent que Quintus et ses frères soient livrés aux Gaulois pour apaiser leur colère. Mais les Fabii appartiennent à l'une des plus puissantes et anciennes familles patriciennes de Rome. Leur influence au Sénat est considérable, leurs alliés politiques nombreux. Le débat au Sénat est houleux. D'un côté, les pragmatiques qui comprennent que Rome a tort et qu'il faut réparer cette faute pour éviter une guerre inutile. De l'autre, les faucons qui refusent de plier devant les exigences de barbares qu'ils considèrent comme des sauvages inférieurs. Finalement, la fierté romaine l'emporte sur la raison. Non seulement le Sénat refuse de livrer les Fabii, mais il commet un affront supplémentaire en les élisant tribuns militaires à pouvoir consulaire, leur confiant ainsi le commandement des forces armées romaines. Cette décision stupéfie les émissaires gaulois. Ce qui aurait pu rester un incident diplomatique gérable devient un casus belli incontestable. Brennus comprend que Rome ne cherche pas la paix, mais défie ouvertement les sénons. Le chef gaulois rassemble ses guerriers et prend une décision qui va changer l'histoire. Il ne retournera pas dans le nord de l'Italie. Il va marcher sur Rome pour obtenir réparation par la force des armes. L'annonce de la marche gauloise vers Rome provoque une panique généralisée dans toute la région. Les Gaulois suivent la Via Salaria, l'ancienne route du sel qui longe le Tibre vers le sud. Leur progression est méthodique, presque processionnelle. Brennus fait passer un message clair à toutes les villes et villages qu'il traverse. Sa querelle n'est pas avec eux, mais uniquement avec Rome. Les Gaulois ne touchent à aucune propriété, ne pillent aucune ville, ne violent aucune femme. Cette discipline surprenante de la part de guerriers réputés pour leur férocité rend leur approche encore plus terrifiante. Les nouvelles arrivent à Rome par vagues successives de messagers essoufflés. D'abord, on annonce que les Gaulois ont levé le siège de Clusium, puis qu'ils descendent vers le sud, puis qu'ils approchent de la frontière du territoire romain. À chaque rapport, la distance se réduit et avec elle, le temps dont disposent les Romains pour se préparer. Le Sénat décrète le tumultus gallicus, l'alarme d'invasion gauloise. C'est une mesure d'urgence qui suspend toutes les activités civiles normales et mobilise chaque homme en âge de porter les armes. Mais cette mobilisation générale révèle rapidement les limites de l'armée romaine. Malgré les récentes victoires contre les Étrusques et les peuples du Latium, Rome ne dispose pas d'une force militaire permanente suffisamment grande pour affronter une menace de cette ampleur. Les légions sont rassemblées à la hâte sous le commandement du tribun consulaire Quintus Sulpicius Longus. Les effectifs sont estimés à environ 15 000 hommes, mais cette estimation cache une réalité bien plus préoccupante. Une grande partie de ces soldats sont des recrues inexpérimentés,
des jeunes hommes qui n'ont jamais vu le combat, mobilisés en urgence pour renforcer les rangs. Les vétérans aguerris qui ont combattu à Veii sont trop peu nombreux pour former l'ossature d'une armée capable d'affronter les Gaulois. Pire encore, les alliés traditionnels de Rome, les Latins et les Herniques, sont étrangement absents. Selon les analystes romains, ces peuples ont abandonné Rome dans son heure de besoin, laissant la cité affronter seule la menace gauloise. Cette défection s'explique probablement par le ressentiment accumulé contre l'hégémonie romaine croissante dans la région. Rome a peut-être gagné en puissance, mais elle n'a pas su cultiver la loyauté de ses alliés. Et puis il y a un problème encore plus fondamental. Les Romains n'ont jamais affronté les Gaulois. Ils ne connaissent rien de leur manière de combattre, de leur tactique, de leurs armes. Les légionnaires romains sont entraînés pour affronter d'autres armées méditerranéennes qui combattent en formations ordonnées selon des règles tacites communes. Les Gaulois, eux, représentent quelque chose de totalement différent, une force chaotique et imprévisible qui ne respecte aucune des conventions militaires romaines. Les rapports qui parviennent à Rome décrivent les guerriers gaulois comme des géants terrifiants, bien plus grands que la moyenne des soldats romains. Ils portent de longues épées, des boucliers ovales et combattent avec une férocité qui glace le sang. Leurs cris de guerre résonnent comme le tonnerre, accompagnés par le son lugubre des carnyx, ces trompettes celtiques dont la forme de tête d'animal amplifie le son jusqu'à créer un vacarme assourdissant. Avant chaque bataille, les Gaulois chantent des hymnes religieux invoquant leur dieu de la guerre, créant une atmosphère de terreur psychologique chez leurs ennemis. Pour aggraver la situation, les commandants romains commettent une série d'erreurs tactiques stupéfiantes qui révèlent leur état de panique. Tite-Live le note avec amertume dans ses chroniques. Les tribuns militaires ne choisissent pas correctement l'emplacement de leur camp, ne font ériger aucun retranchement défensif qui pourrait servir de position de repli, et chose impensable dans la tradition romaine, ils ne prennent pas les auspices ni n'accomplissent les sacrifices rituels aux dieux avant de partir au combat. Cette négligence religieuse choque profondément les Romains de l'époque. Chaque acte public important à Rome doit être précédé de rituels religieux appropriés. Consulter les auspices, observer le vol des oiseaux sacrés, offrir des sacrifices aux dieux, ces pratiques ne sont pas de simples superstitions, mais des piliers fondamentaux de la vie publique romaine. Le fait que les commandants militaires aient omis ces rituels dans leur précipitation suggère un degré de désorganisation et de panique qui ne présage rien de bon. L'armée romaine se met finalement en marche pour intercepter les Gaulois avant qu'ils n'atteignent Rome. Les légionnaires avancent sur la Via Salaria, leurs étendards flottant au vent, leurs armures étincelant sous le soleil de juillet. En apparence, c'est une force impressionnante. En réalité, c'est une armée improvisée, mal préparée, commandée par des officiers paniqués, qui marchent vers son destin. À environ 16 km au nord de Rome, légèrement au-delà du village de Fidène, un petit affluent du Tibre se jette dans le grand fleuve. Cette rivière modeste, appelée l'Alia, probablement l'actuel Fosso Maestro près de Marsigliana, coule dans une vallée bordée de collines basses. C'est sur ces rives que les deux armées vont se rencontrer le 18 juillet 390 avant notre ère, un jour qui restera gravé dans la mémoire collective romaine comme l'une des dates les plus noires de leur histoire. Les Romains arrivent les premiers sur le site et commencent à déployer leurs forces. Quintus Sulpicius Longus et ses co-tribuns évaluent rapidement le terrain. La position n'est pas idéale, mais le temps presse. Les éclaireurs rapportent que les Gaulois approchent rapidement, et il faut établir une ligne défensive avant leur arrivée. La configuration tactique choisie par les commandants romains révèle leur profonde incompréhension de l'ennemi qu'ils s'apprêtent à affronter. Conscients de l'infériorité numérique de leurs forces, les Gaulois sont estimés à plus de 30 000 guerriers. Les Romains décident d'étendre leurs ailes au maximum pour éviter d'être débordés. Leur ligne de bataille s'étire sur une grande distance le long de la rivière, avec le centre dangereusement affaibli. Pire encore, ils placent leurs réserves, composées essentiellement de recrues inexpérimentées, sur une colline à l'arrière de l'aile droite. L'idée, en théorie, est que ces réserves pourront prendre les Gaulois à revers si ces derniers tentent de déborder la ligne romaine. Mais en pratique, cette disposition sépare les forces romaines et crée une vulnérabilité évidente que n'importe quel commandant compétent pourra exploiter. Lorsque les Gaulois arrivent en vue du champ de bataille, ils s'arrêtent pour observer la disposition ennemie. Brennus, contrairement aux généraux romains, prend son temps. Il étudie le terrain, analyse le déploiement romain, identifie les faiblesses. Ce qui frappe immédiatement le chef gaulois, c'est cette réserve isolée sur la colline.
Elle représente un danger potentiel, mais aussi une opportunité. Brennus comprend que si les Romains ont placé leurs troupes sur cette hauteur, c'est parce qu'ils craignent un mouvement de débordement. Mais cette disposition révèle également leur véritable faiblesse. Ils ont peur et cherchent désespérément à compenser leur infériorité numérique par des stratagèmes tactiques maladroits. Un commandant confiant n'aurait jamais divisé ses forces de cette manière. Le chef gaulois prend sa décision. Au lieu d'attaquer de front la ligne romaine principale, comme les tribuns s'y attendent, il va concentrer son assaut initial sur la réserve isolée sur la colline. Si ces troupes peuvent être écrasées rapidement, toute la position romaine s'effondrera. Brennus organise ses guerriers en conséquence, massant ses forces les plus féroces pour l'attaque de la colline. Avant le début de la bataille proprement dite, les Gaulois entament leur rituel de guerre. Les chants religieux commencent, invoquant Toutatis et Sus Taranis, les dieux celtes de la guerre et du tonnerre. Les carnix retentissent, leurs sons métalliques et inquiétants se répercutant dans la vallée. Les guerriers gaulois frappent leurs boucliers avec leurs épées, créant un rythme assourdissant qui monte en intensité. Pour les légionnaires romains, ce spectacle est terrifiant. Beaucoup n'ont jamais vu de Gaulois auparavant. Ces guerriers sont effectivement plus grands que la moyenne méditerranéenne, avec des cheveux longs, souvent teints en blond roux à la chaux. Certains combattent torse nu, leur corps couvert de peintures de guerre et de tatouages. Leurs longues épées de fer scintillent au soleil. Ils hurlent des défis incompréhensibles dans leur langue celte, leur voix amplifiée par l'adrénaline et la ferveur religieuse. La peur commence à s'infiltrer dans les rangs romains. Les jeunes recrues, qui n'ont jamais connu le combat, sentent leurs mains trembler sur leurs pilums. Même les vétérans, habitués à affronter d'autres armées méditerranéennes, sentent que cette bataille sera différente. L'atmosphère se charge d'une tension presque insoutenable. Puis, sans crier gare, Brennus lance son cri de guerre. C'est le signal. Les Gaulois se ruent vers la colline où se trouvent les réserves romaines. La charge est brutale, désordonnée en apparence, mais d'une efficacité redoutable. Les guerriers celtes ne forment pas de ligne bien ordonnée comme les légionnaires. Ils chargent en masse compacte, chaque guerrier cherchant à être le premier à frapper l'ennemi. Sur la colline, les recrues romaines voient cette marée humaine déferlant vers elles. La plupart n'ont jamais été dans une vraie bataille. Leurs instructeurs leur ont enseigné les formations, les manœuvres de base, mais rien ne les a préparés à ce moment. Quand les Gaulois arrivent au contact, hurlant comme des démons, brandissant leurs longues épées, c'est trop pour ces jeunes soldats terrifiés. La réserve romaine se disloque presque immédiatement. Certains soldats tentent de tenir leur position, mais ils sont submergés en quelques instants. Les épées gauloises, bien plus longues que les gladies romains, permettent de frapper de taille avec une portée dévastatrice. Un coup de ces armes peut trancher un membre ou fendre un crâne casqué. Les recrues romaines, face à cette violence sans précédent, font ce que font tous les humains non entraînés face au danger mortel. Ils fuient. La débandade sur la colline crée une panique qui se propage comme un incendie dans l'ensemble de l'armée romaine. Les soldats de la ligne principale, qui observaient l'attaque sur la colline avec inquiétude, voient maintenant leurs camarades fuir en désordre, poursuivis par les Gaulois hurlants. La discipline commence à se fissurer. Brennus, constatant le succès de son attaque initiale, ordonne maintenant l'assaut général sur la ligne principale. Les Gaulois se lancent sur les légionnaires romains déjà déstabilisés par la déroute de leurs réserves. C'est une charge frontale sans finesse tactique particulière, mais son impact psychologique est dévastateur. Les tribuns romains tentent désespérément de maintenir l'ordre dans leurs rangs. Ils crient des ordres, exhortent les hommes à tenir la ligne, mais leurs voix sont noyées dans le vacarme général. Les légionnaires essaient de former des rangs en phalanges, serrant leurs boucliers les uns contre les autres, pointant leurs pilums vers l'ennemi qui approche. Mais la cohésion nécessaire pour une défense efficace n'est tout simplement pas là. Quand les deux forces entrent en collision, c'est moins une bataille qu'un massacre. Les Gaulois, portés par l'élan de leur charge et l'euphorie de leur victoire sur la colline, frappent avec une violence inouïe. Leurs épées longues transpercent les défenses romaines. Les boucliers celtes, plus grands et plus robustes que ceux des Romains, absorbent les coups de pilum sans se briser. La ligne romaine tient quelques minutes, peut-être une dizaine tout au plus. Puis, comme un barrage qui cède sous la pression, elle se rompt. Les légionnaires commencent à reculer, d'abord en ordre, tentant de maintenir une certaine formation, puis de plus en plus rapidement. Le recul devient une retraite, la retraite devient une déroute. Sur l'aile droite, les soldats romains les plus proches du Tibre prennent une décision fatale. Encerclés par les Gaulois et voyant toute retraite terrestre coupée, ils se jettent dans le fleuve, tentant de gagner l'autre rive à la nage.
Beaucoup sont alourdis par leurs armures de bronze. L'eau du Tibre, même en juillet, est froide et le courant puissant. Les hommes se noient par dizaines, leurs cris étouffés par l'eau qui envahit leurs poumons. Ceux qui parviennent à nager sont rattrapés par les Gaulois qui longent la rive et les abattent comme du gibier. Le centre et l'aile gauche de l'armée romaine, eux, fuient vers l'intérieur des terres. C'est une course désespérée pour échapper aux Gaulois lancés à leur poursuite. Les soldats jettent leurs armes pour courir plus vite, abandonnent leurs casques et leurs cuirasses. Les tribuns tentent de rallier les fuyards, mais c'est peine perdue. L'armée romaine n'existe plus en tant qu'entité cohérente. Ce ne sont plus que des groupes de soldats terrifiés courant pour sauver leur vie. La plupart des survivants se dirigent vers Veii, l'ancienne cité étrusque que Rome avait conquise 6 ans auparavant. La ville est suffisamment fortifiée pour offrir une protection, et elle est assez éloignée pour permettre aux fuyards de se regrouper. D'autres, moins nombreux, parviennent à atteindre la cité de Caër, une alliée étrusque de Rome. Seuls quelques-uns, une poignée de soldats, réussissent à rentrer directement à Rome pour annoncer le désastre. Le bilan de la bataille de l'Allia est catastrophique pour Rome. Des milliers de soldats sont morts, noyés dans le Tibre ou massacrés sur le champ de bataille. Des milliers d'autres sont dispersés, réfugiés dans des villes lointaines, incapables de revenir défendre leur patrie. L'armée romaine, cette force qui avait conquis Véïse et dominé le Latium, a cessé d'exister en l'espace de quelques heures. Pour les Gaulois, la victoire est si rapide et si complète qu'elle en devient presque déconcertante. Brennus s'attendait à une bataille difficile, prolongée. Au lieu de cela, ses guerriers ont écrasé l'armée romaine sans subir de pertes significatives. Cette facilité même rend le chef gaulois méfiant. Se pourrait-il que ce soit un piège? Les Romains auraient-ils délibérément sacrifié cette armée pour attirer les Gaulois dans une embuscade plus près de Rome? Brennus ordonne à ses hommes de ne pas poursuivre immédiatement les fuyards. Il faut consolider la victoire, s'assurer qu'il n'y a pas de force ennemie cachée dans les environs, permettre aux troupes de se reposer après le combat. Les Gaulois campent sur le champ de bataille, célébrant leur victoire, pillant les morts, tandis que Brennus réfléchit à la prochaine étape. Le lendemain matin, le chef gaulois prend sa décision. La route de Rome est ouverte. Il n'y a plus d'armée romaine pour s'opposer à sa marche. Brennus ordonne à ses guerriers de se mettre en route vers le sud. 3 jours après la bataille de l'Allia, les Gaulois arrivent en vue de Rome. Et ce qu'ils découvrent les surprend encore plus que leur victoire rapide. La ville est grande ouverte, ses portes béantes, apparemment abandonnées. La nouvelle du désastre de l'Allia atteint Rome au crépuscule du 18 juillet. Les quelques survivants qui ont réussi à rentrer directement racontent l'horreur de la déroute, l'anéantissement complet de l'armée, la férocité des Gaulois. En quelques heures, la ville plonge dans une panique totale. Rome, en cette année 390, n'est pas encore la métropole fortifiée qu'elle deviendra par la suite. Les défenses de la ville sont rudimentaires, consistant essentiellement en un agère, un rempart de terre, protégé par un fossé. Ces fortifications, suffisantes contre les raids des peuples voisins, sont totalement inadéquates pour résister à une armée de 30 000 guerriers déterminés. Et surtout, il n'y a plus d'armée pour défendre ces murs dérisoires. Le Sénat se réunit en session d'urgence dans la nuit. La discussion est brève mais intense. Défendre Rome avec les quelques citoyens restants est impossible. L'armée a été détruite, les alliés sont absents, et les Gaulois seront là dans quelques jours au maximum. La seule option réaliste est l'évacuation partielle de la ville. Les décisions prises cette nuit-là révèlent les priorités de la société romaine. En premier lieu, il faut sauver les objets sacrés de Rome, les statuettes des dieux, les instruments rituels, les archives religieuses conservées dans les temples. Ces objets représentent l'âme de Rome, la connexion divine qui garantit la protection des dieux. Les prêtres vestales et les flamines reçoivent pour mission de transporter ces trésors sacrés vers Caër, la cité étrusque alliée où ils seront en sécurité. Un plébéien nommé Lucius Albinius accepte de conduire le convoi. Son chariot, initialement chargé de ses propres biens et de sa famille fuyant la ville, est vidé pour faire place aux reliques sacrées. Ce geste de sacrifice personnel pour le bien commun sera célébré par les générations futures comme un exemple de vertu romaine. Ensuite vient la question de qui reste et qui part. La décision prise est brutale dans sa logique. Tous les hommes en âge de se battre, la militaris juventus, ainsi que les sénateurs dans la force de l'âge, accompagnés de leurs épouses et enfants, doivent se retrancher dans la citadelle du Capitole et sur la colline de l'Arx. Ces positions fortifiées naturellement par leur hauteur et leur escarpement sont les seuls endroits de Rome qui peuvent être défendus avec une petite force,
Les magistrats les plus âgés, les seniors qui ne peuvent plus porter les armes efficacement, prennent une décision d'une dignité tragique. Plutôt que de fuir ou de chercher refuge, ils choisissent de rester dans leur demeure, autour du forum. Ils prononcent la formule de la dévotio, un rituel religieux ancien par lequel un Romain voue sa propre vie et celle de ses ennemis aux dieux infernaux. C'est un acte de sacrifice ultime, une manière de transformer leur mort inévitable en offrande sacrée censée affaiblir spirituellement l'ennemi. Pour le reste de la population, les femmes, les enfants, les vieillards, les esclaves, c'est la fuite. Rome se vide dans le chaos. Des familles entières fuient vers les campagnes environnantes, emportant ce qu'elles peuvent. Certains suivent le convoi des Vestales vers Caère, d'autres se dispersent dans toutes les directions, cherchant refuge dans des villages lointains, chez des parents ou des amis dans le Latium. En quelques jours, une ville qui comptait des dizaines de milliers d'habitants se transforme en cité fantôme. Sur le Capitole, les défenseurs s'organisent. Ils ne sont probablement pas plus de quelques milliers, mais c'est toute la force militaire qui reste à Rome. Ils fortifient les approches de la colline, accumulant des provisions, se préparent à tenir un siège. Marcus Manlius, qui sera plus tard surnommé Capitolinus en raison de son rôle durant ces événements, prend en charge l'organisation de la défense. C'est un homme dans la force de l'âge, ancien consul 2 ans auparavant, qui a prouvé sa valeur militaire contre les Èques. Pendant ce temps, dans les maisons autour du forum, les vieux magistrats se préparent à la mort avec un stoïcisme impressionnant. Ils revêtent leur toge de cérémonie, ornée des insignes de leurs fonctions passées. Ils s'assoient sur leurs chaises curules, ces sièges pliants en ivoire qui symbolisent l'autorité magistrale. Immobiles, silencieux, ils attendent l'arrivée de l'ennemi comme des statues vivantes, déterminées à montrer aux barbares la dignité romaine face à la mort. 3 jours après la bataille de l'Allia, les Gaulois arrivent aux portes de Rome. L'avant-garde de Brennus trouve les portes de la ville grandes ouvertes, aucune sentinelle sur les murs, aucun signe de résistance. Le silence est absolu, troublant. Brennus, toujours méfiant, retient ses hommes. Cette situation semble trop belle pour être vraie. Les Romains sont peut-être cachés dans les rues, attendant de lancer une embuscade une fois les Gaulois entrés dans la ville. Le chef gaulois envoie des éclaireurs en petit nombre explorer les rues. Ils reviennent avec un rapport stupéfiant. La ville est déserte, les maisons sont vides, les temples abandonnés, les marchés silencieux. Rome, cette cité qui avait osé défier les Sénons, est offerte sans combat. L'armée gauloise entre dans la ville, méfiante au début, puis de plus en plus confiante en constatant l'absence totale de défenseurs. Les guerriers progressent vers le centre de Rome, leurs pas résonnant étrangement dans les rues vides. Ils arrivent au forum, le cœur politique et religieux de la cité. Et là, ils découvrent un spectacle qui les fige sur place. Dans les maisons patriciennes entourant la place, assis sur leurs chaises curules, immobiles comme des statues, les vieux magistrats les attendent. Les Gaulois s'arrêtent, déconcertés. Ces vieillards dans leur toge de cérémonie, avec leurs longs cheveux blancs et leurs visages sévères, semblent irréels. Sont-ils vivants? Sont-ce des statues placées là pour quelques raisons religieuses incompréhensibles? Les guerriers celtes, superstitieux comme tous les peuples de l'époque, hésitent à s'approcher. Peut-être est-ce un piège magique, une malédiction romaine. Un guerrier gaulois, plus audacieux ou plus sceptique que ses compagnons, s'approche de l'un des vieillards. C'est un ancien magistrat nommé Marcus Papirius. Le Gaulois, pour tester si cet homme est vraiment vivant ou s'il s'agit d'une statue, tend la main et lui tire la barbe en riant. Marcus Papirius, outragé par cet affront, réagit instantanément. Il saisit son sceptre d'ivoire et en assène un coup violent sur la tête du guerrier. Ce geste brise le charme. Les Gaulois, réalisant que ces vieillards sont bien vivants et que l'un d'eux vient d'attaquer l'un des leurs, se ruent sur les magistrats. C'est un massacre rapide et brutal. Les vieux Romains, fidèles à leur dévotio, ne cherchent pas à fuir ou à se défendre. Ils meurent sur leur chaise curule, maintenant jusqu'au bout la dignité de leur position. Leur sacrifice n'aura pas de conséquences militaires, mais il entrera dans la légende romaine comme un exemple ultime de vertu face à l'adversité. Après le meurtre des magistrats, les Gaulois se répandent dans Rome. Le pillage commence, mais il est étrangement méthodique au début. Brennus maintient une certaine discipline parmi ses troupes. Mais la découverte que Rome est une ville riche, pleine de temples magnifiques, de maisons patriciennes somptueuses, de trésors accumulés grâce aux conquêtes récentes, finit par briser cette retenue. Les guerriers gaulois pillent chaque maison, chaque temple, emportant tout ce qui a de la valeur. Puis viennent les incendies. Que ce soit par accident ou par décision délibérée,
des feux commencent à se déclarer dans différents quartiers de la ville. Le bois et le chaume dont sont construites la plupart des maisons s'embrasent rapidement. En quelques heures, de vastes sections de Rome sont en flammes. La fumée s'élève dans le ciel d'été, visible à des kilomètres à la ronde. Tite-Live écrira plus tard: « Après le meurtre des hauts personnages, on n'épargna plus personne. Les maisons furent pillées et incendiées. » Du haut du Capitole, les défenseurs romains assistent impuissants à la destruction de leur ville. Ils voient les flammes consumer les quartiers qu'ils connaissent depuis l'enfance, entendent les cris des Gaulois célébrant leur victoire. Mais ils ne peuvent rien faire. Descendre du Capitole serait un suicide. Leur seule option est de tenir leur position et d'espérer que les Gaulois finiront par partir. Les Gaulois, après avoir pillé et brûlé la plus grande partie de Rome, tournent finalement leur attention vers le Capitole. Cette colline escarpée, avec ses temples majestueux dédiés à Jupiter, Junon et Minerve, représente le dernier bastion de la résistance romaine. Brennus ordonne un assaut, mais il se heurte à une défense acharnée. Les pentes du Capitole sont raides et rocheuses. Les Gaulois, excellents en combat ouvert, sont moins efficaces dans ce type d'assaut. Les Romains, depuis leur position en hauteur, repoussent les attaques en faisant rouler des pierres, en lançant des javelots, en déversant sur les assaillants tout ce qui peut blesser ou tuer. Après plusieurs tentatives infructueuses qui coûtent des vies sans résultat, Brennus décide de changer de tactique. Si le Capitole ne peut être pris d'assaut, il sera affamé. Après l'échec des assauts directs contre le Capitole, les Gaulois établissent un siège qui durera 7 mois. Les Romains réfugiés sur la colline voient leurs provisions s'épuiser progressivement. Le rationnement devient de plus en plus sévère, les hommes maigrissent, leurs forces déclinent. L'eau pose un problème majeur car le Capitole ne possède pas de source naturelle. Psychologiquement, la situation est terrible. Les défenseurs observent leur ville en ruine et ignorent le sort de leur famille. Les Gaulois ne sont pas mieux lotis. La chaleur estivale et les cadavres en décomposition créent des conditions sanitaires épouvantables. La malaria frappe durement ces guerriers venus du Nord sans immunité contre cette maladie. Les hommes meurent par centaines, leurs corps brûlés en tas. Brennus voit son armée fondre, comprenant que le temps travaille désormais contre lui. Dans un ultime effort, les Gaulois tentent une attaque nocturne par un passage escarpé près du temple de Carmentis. L'escalade réussit, les guerriers passent les sentinelles endormies et même les chiens de garde. Mais les oies sacrées de Junon, épargnées malgré la famine, donnent l'alerte par leurs cris. Marcus Manlius, réveillé en sursaut, charge immédiatement le premier Gaulois et le précipite dans le vide avec un coup de bouclier. Les Romains repoussent l'attaque, massacrant les assaillants. Manlius gagne le surnom de Capitolinus pour son héroïsme, mais cela ne résout pas le problème de la famine. 7 mois après le début du siège, la situation devient insoutenable des deux côtés. Les Romains n'ont plus de nourriture, les Gaulois perdent trop d'hommes face à la malaria. Les négociations s'ouvrent et aboutissent à un accord. Une rançon de 1000 livres d'or, soit 327 kg. Les Romains rassemblent désespérément tout l'or disponible, faisant fondre bijoux et objets rituels. Le jour de la pesée, les Romains découvrent que les poids gaulois sont truqués, alourdis avec du plomb. Leur protestation provoque la réponse cinglante de Brennus. Du droit des vainqueurs, il jette son épée et son baudrier sur la balance, augmentant encore la rançon et prononce les 2 mots immortels « Vae victis », malheur aux vaincus. Les Romains, écrasés, paient, et les Gaulois quittent Rome avec leur butin. La tradition romaine ajoute ici le retour de Camillus, qui aurait contesté la légalité de la rançon et vaincu les Gaulois sur la route de Gabii. Cette version héroïque est probablement fausse. Les sources plus anciennes, comme Polybe, racontent que les Gaulois sont simplement partis avec leur butin. Le récit du triomphe de Camillus fut inventé par les annalistes romains pour rendre la défaite plus supportable. Quand les Gaulois partent, les Romains découvrent une vision apocalyptique. Rome n'existe plus, le forum est jonché de cadavres, les temples pillés, les maisons réduites en murs noircis. L'ampleur de la dévastation pousse certains à proposer d'abandonner Rome et de déménager à Veïs. Mais selon la tradition, Camillus s'y oppose fermement, rappelant que Rome n'est pas qu'un lieu géographique, mais l'incarnation d'une identité collective. Les Romains décident de reconstruire. La reconstruction prend des décennies. Les maisons sont rebâties de manière désordonnée, créant les rues étroites et tortueuses caractéristiques de Rome républicaine. Plus important, Rome tire des leçons militaires cruciales. Le simple rempart de terre est remplacé par le mur Servian, une fortification massive de pierre de 11 km. L'armée subit une transformation radicale, devenant plus professionnelle et mieux entraînée.
La flexibilité et l'adaptabilité deviennent centrales dans la doctrine militaire romaine. Sur le plan psychologique, l'impact est durable. Le 18 juillet devient le Die Aliensis, un jour maudit où aucune affaire publique ne peut être conduite. Les Gaulois deviennent l'ennemi archétypal représentant le chaos et la barbarie. Cette peur viscérale influencera la politique romaine pendant des générations. Le tumultus gallicus devient un état d'urgence spécifique, justifiant des mesures exceptionnelles. Cette mentalité explique pourquoi César sera si déterminé à conquérir toute la Gaule 3 siècles plus tard. Sur le plan extérieur, les conséquences sont désastreuses. Les ennemis de Rome se soulèvent dès que la nouvelle se répand. Les cités étrusques, les Herniques, les Èques, les Volsques entrent en campagne. Rome se retrouve isolée, encerclée d'ennemis. Selon Polybe, il faudra 30 années pour retrouver la position dominante que Rome avait avant la catastrophe. Le traumatisme a également produit un changement fondamental dans la mentalité romaine. Avant 390, Rome était une puissance régionale parmi d'autres. Après, elle développe une obsession sécuritaire. Plus jamais Rome ne doit être vulnérable. Cette mentalité se traduit par une politique expansionniste systématique visant à créer une zone de sécurité toujours plus large. Cette approche transformera finalement Rome en empire méditerranéen. Les historiens modernes ont identifié de nombreux éléments mythologiques dans le récit traditionnel. Le nom de Brennus pourrait être emprunté à un autre chef celte ayant envahi la Grèce en 280-279. L'histoire de Camillus ressemble au récit de la prise d'Athènes par les Perses. Mais le fait central demeure, une armée gauloise a écrasé Rome, l'a pillée et a extorqué une rançon massive. C'est ce fait brutal qui a traumatisé Rome et changé son histoire. La résilience romaine n'était ni magique ni divine. Elle était enracinée dans les institutions, le Sénat maintenant, la continuité de gouvernance, les structures familiales patriciennes créant des obligations mutuelles, le système de clientélisme établissant des réseaux de loyauté. Ces institutions, testées jusqu'au point de rupture, ont tenu bon. La bataille de l'Allia représente un moment où l'histoire aurait pu prendre une direction totalement différente. Sans la survie de Rome, il n'y aurait pas eu d'empire romain, de droit romain, de littérature latine, ni la diffusion du christianisme telle qu'elle s'est produite. Mais les Gaulois sont partis et Rome a survécu. De ce traumatisme est née une détermination qui transformera une cité-État en puissance mondiale. Les Romains n'ont jamais oublié. Chaque année, ils commémoraient leur défaite. Cette mémoire collective est devenue un moteur de l'expansionnisme romain. Quand Cantésar conquiert la Gaule entre 58 et 50 avant notre ère, il venge symboliquement la défaite, subjuguant les descendants des guerriers qui avaient humilié Rome. L'ultime ironie, ce qui semblait être la fin de Rome, en 390, était en réalité le début de son ascension. Vae victis, prononcé pour humilier les Romains, est devenu leur cri de ralliement. Les Romains ont appliqué cette maxime à tous leurs ennemis futurs avec une impitoyabilité implacable. Le vaincu de 390 est devenu le vainqueur de l'histoire.